Le programme que vous allez regarder est susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs. Ceux qu'on a surnommés les amants sataniques ont écumé la France pendant plus d'1 an. Ils se sont rendus coupables d'une dizaine d'enlèvements, viols accompagnés de tortures sur des jeunes femmes. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, c'est le premier couple pervers de l'histoire française. Fasquelle Bourdin avait une certaine notoriété de couple infernal, sadique, et c'était comme ça que les journaux associations les présentaient. Il dit, tu montes dans la bagnole ou je te flingue. D'abord, il a commencé à la violer avec le canon du pistolet. C'est la peur qui marque le plus ces femmes-là, la peur de mourir. Et moi, tant que j'aurai la raison, j'y penserai tout le temps. Il m'arrive encore d'en rêver. Et même, il m'arrive encore d'avoir peur. Ça fait partie des quelques grandes affaires criminelles de ma carrière qui m'aura particulièrement marqué. Ça a été pour moi le plus gros procès pénal de ma carrière. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, c'est un petit peu les précurseurs de l'horreur. Nous sommes dans l'ouest de la France, dans un petit village. Qui est un village calme et tranquille, comme il y en a plein en France. Le 27 décembre 85, entre Noël et le jour de l'an, il y a une jeune femme qui s'appelle Martine. Elle a 20 ans. Elle vient d'obtenir son diplôme d'ambulancière. Elle passe une petite annonce et 2 ou 3 jours après, ça va très vite, elle reçoit un coup de fil d'un certain monsieur François-Xavier de Pontieux et sa femme qui lui propose de l'embaucher. Son père refuse de la laisser y aller toute seule. Elle a 20 ans, il l'accompagne. Le couple invite tout le monde au restaurant, on mange bien, on boit un verre de champagne. Ces gens-là sont vraiment très gentils, sympathiques, souriants. En plus, ils ont un nom à particules. Donc ça doit être des gens de la haute, comme on dit. Il n'y a aucune raison qu'il laisse pas sa fille avec ces gens-là, quoi. Donc, il s'en va. Le père de Martine, quand il les quitte vers minuit, il est ravi. Sa fille a du boulot, elle est entre les mains d'un couple formidable. Pour lui, c'est parfait. Une fois qu'ils ont quitté le restaurant et qu'ils ont embarqué Martine, ils vont dans un gîte. Et là, une fois arrivés dans le gîte, l'ambiance change totalement. Ça va se transformer en cauchemar. Le couple si gentil, si cordial, il devient un couple monstrueux. L'homme va sortir un fusil et tout de suite braquer Martine. En disant, tu vas faire ce qu'on te dit, sinon ça va mal se passer. La femme va la ligoter, la déshabiller. Ils vont la mettre sur un lit. On lui attache les mains, les poignets et les chevilles au montant du lit. Et là, on la viole. On la torture. Les viols durent toute la nuit. Ils vont la violer à plusieurs reprises. L'homme, avec des objets, notamment, que va chercher sa femme, qui vraiment l'encourage et l'incite avec des mots terribles. Vas-y, c'est qu'une salope, elle mérite. C'est vraiment horrible ce qu'elle vit, cette pauvre Martine. Ils l'ont torturée pendant des heures, notamment pour avoir son numéro de carte bleue. Au petit matin, la femme va quitter le gîte avec la carte bleue de Martine pour aller retirer des sous. Et Martine va raconter par la suite que quand elle s'est retrouvée seule avec l'homme, l'ambiance a totalement changé. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans la violence, il lui a offert un café. Il s'est vraiment adouci
Et il a montré un visage, on va dire, humain. Quand la femme revient, ils vont lui faire une proposition surréaliste. La femme va lui demander si elle veut poser pour des photos nues. Ce qui est quand même assez délirant. Et finalement, ils vont l'accompagner à la gare, lui prendre un billet de train, s'excuser de ce qu'ils lui ont fait. Et donc, il la laisse à la gare avec ce billet de train. Par contre, évidemment, il la menace. Elle ne doit rien dire à personne. Il lui explique qu'ils ont évidemment ses papiers, son adresse, qu'ils pourront la retrouver, et que si elle l'ouvre, ça va mal se passer pour elle et pour sa famille, puisqu'ils connaissent aussi son père. Évidemment, la première chose que fait Martine quand elle arrive à Bordeaux, malgré les menaces, c'est d'alerter les gendarmes sur le calvaire qu'elle vient de vivre. Quand Martine arrive chez les gendarmes et raconte son histoire, ils ont, disons-le, un peu de mal à y croire. Donc ils vont vérifier. Ils vont, sur ces indications, aller sur place, retrouver le gîte. Et effectivement, à l'intérieur, ils retrouvent les preuves de ce que leur a raconté Martine. Ils vont retrouver tout un tas d'éléments sur place qui vont accréditer le récit de Martine. Ils vont entendre Martine, mais ils vont aussi entendre son père, puisqu'il a rencontré le couple, il a dîné avec eux, et il a passé plusieurs heures avec eux. Et grâce à Martine et à son père, ils vont pouvoir établir un portrait robot. La femme est brune, elle a les cheveux courts, elle est assez corpulente. L'homme, lui, est mince, il est blond, il porte une moustache. Et grâce à ce portrait robot, les gendarmes vont faire ce qu'on appelle une circulaire, qui vont transmettre à toutes les gendarmeries et à tous les commissariats de France pour alerter sur ce couple, parce qu'ils sont en fuite et parce qu'il faut essayer de les attraper. On ne sait pas s'ils vont faire d'autres victimes, s'ils vont s'arrêter là. Donc, évidemment, il faut les stopper, il faut les retrouver, parce qu'ils peuvent être dangereux. Là, on est dans une affaire où il y a du viol et de la torture. Donc, du viol et de la torture, ça veut dire que on a affaire à des gens qui agissent pour satisfaire des pulsions. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Parce que c'est des gens qui disparaissent, qui se fondent dans la nature. Et les gendarmes, à l'époque, ne peuvent pas s'empêcher de penser qu'il faut agir très très vite. Parce que si on n'agit pas très très vite, il y aura d'autres victimes. Et malheureusement, ils ont raison. Dix jours à peine plus tard, on est le 5 janvier 86, le couple va faire une deuxième victime. Ça se passe à 350 km de là, en Loire-Atlantique. Elle s'appelle Christine, elle a 18 ans, elle aussi cherchait du travail, elle a passé une annonce via la NPE. Et pareil, elle va être violée durant des heures par l'homme avec la complicité de la femme. Le calvaire de Christine va durer toute la nuit. Aux alentours de 6 heures du matin, le couple s'en va et il la laisse là. Il l'abandonne. Elle se réfugie chez un voisin, elle traîne complètement à garde, puis elle donne l'alerte. Et à chaque fois, les gendarmes se précipitent sur place, et à chaque fois, ils sont partis. 10 jours plus tard, espèce de cycle, tous les 10 jours, il va y avoir une troisième victime. C'est une jeune femme qui s'appelle Bernadette. Elle va être violée, torturée. Et puis, à un moment donné, ils s'en vont. Ils la laissent dehors. Elle est nue. Et elle va errer jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui lui vienne en aide. Cette troisième victime, elle va être importante pour l'enquête, puisque c'est à partir de cette troisième femme que les gendarmes vont faire le lien. Et on va se rendre compte que c'est le même couple. On sait qu'ils roulent avec une Renault 25, on sait qu'ils se déplacent énormément, qu'ils mettent de la distance entre chacun de leurs crimes. Voilà, on sait qu'il y a un couple sadique, pervers, qui sévit. La presse locale s'en empare, on en parle, ça fait la une. La presse du secteur va appeler ce couple les violeurs des gîtes. Puisque Martine, comme Christine, comme Bernadette, ont été violées dans des gîtes et forcément les gens commencent à avoir peur, les jeunes femmes font un petit peu attention et on se demande où et quand ils vont agir la prochaine fois.
Le 1er février 86, les gendarmes d'une petite brigade d'un petit village qui s'appelle Courtomère, qui est près d'Alençon, reçoivent, comme toutes les gendarmeries de France, la circulaire qui signale ce couple avec le portrait robot et tous les éléments qu'on a pu recueillir à leur sujet. Les gendarmes décident de faire une opération de contrôle dans les gîtes ruraux. Mais contrôle un peu de routine, et puis ils s'adressent à la propriétaire d'un gîte et disent « Ah oui, attendez, mais aussi, si, il y a bien des gens, là, ils ont une grosse voiture. Voilà, comme ils sont très gentils, ça m'étonnerait que ce soit eux, quand même. » Puis au bout du chemin, ils voient apparaître cette R25. Le conducteur lui fait une marche arrière, il fait demi-tour et il part à tombeau ouvert. Les gendarmes les prennent en chasse, mais ils peuvent rien faire. Il y a une Renault 25 qui a un moteur hyper puissant, ils ont une estafette, ils sont largués très vite et le couple s'enfuit. Tout ce qu'il leur reste, c'est le gîte. Ils vont fouiller sur place. Et ils vont découvrir un appareil photo. Les pellicules sont développées et là, les gendarmes disposent d'un élément important. 1. Ils ont les photos du couple. 2. Ils ont les photos aussi d'actes de torture. Ils prenaient en photo les viols. Donc il y a des photos qui sont insoutenables de leurs victimes. Il y a 14 clichés et on voit surtout qu'ils se prenaient tous les deux en photo après leur viol. Une espèce de rite un peu sordide et vraiment macabre. Et maintenant, on cherche plus des silhouettes ou voilà, on cherche un homme et une femme dont on a les photos et c'est beaucoup plus simple évidemment pour la suite de l'enquête. Le 4 février au matin, je suis à Amiens, je reçois un coup de fil des gendarmes de la brigade de Conty indiquant la découverte d'un corps sur la commune de Courcelles-sous-Tois. J'arrive dans la campagne, c'est en pleine nature, à la lisière d'un bois, c'est assez bon, l'endroit est un peu sinistre. Ce qui est frappant, c'est l'abandon de ce corps au bord de la route. Je dirais, on a l'impression qu'aucune précaution n'a été prise pour cacher le corps. Il s'agit d'une femme relativement jeune, je dirais entre 30 et 40 ans. Elle présente plusieurs blessures au niveau de la tête, des impacts de balles. Le corps est nu, entièrement nu, présente des traces de violence, mais il n'y a pas de traces d'abrasion particulière au niveau de la plante des pieds, ce qui nous fait penser qu'en fin de compte, elle n'est pas venue là en marchant. Elle a été déposée là et sans doute exécutée là sur place. D'autant qu'on va découvrir des cartouches de calibre 22 long rifle. On dit que c'est l'arme des tueurs, le 22. Des munitions qui ont la particularité, dans la plupart des cas, de rester dans le corps. Et quand on utilise une arme de calibre 22, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Une chose attire mon attention, c'est des traces coniques dans l'accotement, en nombre relativement important. Je demande donc aux techniciens d'investigation de procéder à un moulage de ces traces. Parce que ma première intuition, finalement, c'est que ces traces peuvent avoir été provoquées par des talons de chaussures de femme. Et donc, la présence d'une femme sur les lieux donne un éclairage particulier à cette affaire criminelle. En l'occurrence, on verra que ça a été très utile par la suite. À ce moment-là, nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Cette femme est une parfaite inconnue. Évidemment, les gendarmes creusent et s'intéressent aux disparus pour essayer de savoir s'il n'y a pas une femme qui a été signalée disparue dans la région. On apprend qu'il n'y a pas de déclaration de disparition de femmes qui a été faite dans les dernières heures, ni dans la Somme, ni dans les départements voisins. Il n'y a rien qui permette de l'identifier, donc tout de suite, les gendarmes vont mettre en place des battues, vont rechercher autour. Donc on va essayer de retrouver des vêtements, des papiers d'identité, n'importe quoi qui puisse permettre d'identifier cette femme. Malheureusement, malgré des recherches assez minutieuses, assez fouillées, ils vont élargir le périmètre au fur et à mesure. Ils vont rien trouver et l'identité de cette femme reste une énigme.
Les gendarmes ont tendance à penser dans un premier temps que le corps de cette femme pourrait être celui d'une prostituée qui aurait été tuée et mise volontairement à nu dans un endroit où on la verrait bien, de façon à servir de leçon pour les autres femmes qui auraient envie, elles aussi, de prendre la fuite. Et puis, il y a le maire d'un petit village qui n'est pas très très loin d'Amiens, qui s'appelle Condé-Folly, et qui va indiquer qu'une mère de famille, une veuve de 38 ans, a disparu. On lui demande s'il veut bien venir reconnaître le corps que l'on a découvert. Et effectivement, ça nous permet de mettre un nom sur ce corps. C'était pas du tout une prostituée, c'était une mère de famille, toute simple, qui a été donc enlevée et assassinée. Elle s'appelle Geneviève Godard. Madame Godard a été décrite comme une personne tout à fait convenable, respectable, active. C'est une personne sans histoire, qui a une très bonne réputation. C'est une bonne mère, elle élève seule son fils, elle participe à la vie du village, elle est très présente dans l'église. C'est ce qu'on appelle une femme bien sous tout rapport, quoi. Donc il n'y a rien dans la vie de Geneviève Godard, dans le comportement de Geneviève Godard qui ferait qu'elle aurait pu être agressée ou qu'elle aurait pu avoir des menaces par quelqu'un qu'elle connaissait. On va essayer de reconstituer son emploi du temps. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a ce brushing parfait, cette coupe de cheveux vraiment nickel. On a l'impression qu'elle sort de chez le coiffeur. On est un mardi. Si cette coiffure est récente, elle remonte à la veille. Et donc, la veille, c'est lundi. Lundi, c'est un jour de fermeture des salons de coiffure, un peu partout. Donc ils vont enquêter pour essayer de retrouver le salon de coiffure où elle a pu se rendre un lundi. Les seuls endroits où on peut se faire coiffer, c'est dans les centres commerciaux ou les galeries marchandes. C'est la galerie marchande de l'hypermarché qui se trouve à Dury, qui est une commune située à quelques kilomètres de là. La patronne du salon de coiffure se rappelle très bien de Geneviève Godard. Elle la connaît bien, c'est une cliente habituelle qui vient régulièrement se faire coiffer. Elle est coquette, Geneviève Godard. Elle est partie du salon vers 19h et on sait ensuite qu'elle est allée faire ses courses dans le supermarché en question. Elle est partie de la caisse vers 20h30. Et les gendarmes poursuivent leurs investigations et puis les vigiles de l'hypermarché disent « Bah ouais, justement, écoutez, il y a un truc bizarre. Il y a une voiture qui est là. » Et il y a même encore le caddie qu'elle avait pris pour charger ses courses. La voiture n'est pas fermée. Ça indique que il y a eu un départ précipité, en laissant là sa voiture avec les courses, et puis le caddie qu'elle n'a pas remis en place. Les gendarmes se disent, il s'est passé quelque chose de bizarre et de violent, elle a été enlevée sur le parking. Certains vont témoigner, vont dire qu'ils ont repéré une voiture, une grosse voiture, qui rôdait sur le parking de ce supermarché et qui était suspecte, qui était bizarre, qui tournait un petit peu dans tous les sens. Et certains l'ont repéré, donc ils vont pouvoir donner le signalement de cette voiture. Une thèse qui va être corroborée par le fait qu'ils vont retrouver une employée de la grande surface, qui va leur dire « Mais oui, je me rappelle, j'ai vu une voiture de grosse cylindrée, c'était une Renault 25, je pense. Et puis à bord, il y avait un couple. Mais moi, j'ai trouvé ça bizarre, alors je suis parti. » Les gendarmes se disent « Là, on a affaire à un enlèvement. On va consulter le fichier central de la gendarmerie pour savoir si, par hasard, il n'y aurait pas eu d'autres affaires d'enlèvement ailleurs. » Et là, assez rapidement, les gendarmes vont acquérir la certitude que ceux qui ont enlevé Geneviève Godard et qui l'ont tuée n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a un gendarme de la brigade de Conty qui se souvient d'avoir vu passer quelques jours auparavant une circulaire de recherche qui concernait un couple maléfique qui commettait des viols sur des jeunes femmes en les séquestrant, en les maltraitant dans plusieurs endroits de France. Elle fait un périple. Et très rapidement, le couple va être identifié. Il s'agit d'un homme, Marc Fasquelle, et de son épouse, Jocelyne Bourdin. Jocelyne Bourdin, elle est née en 1956. Au moment des faits, elle a 29 ans. Elle est née à Montbéliard. Et puis, le drame de Jocelyne Bourdin, c'est que quand elle a 20 ans, son père meurt. Donc, elle est obligée de travailler pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Elle a un frère, ils sont 2 enfants. Et un jour, elle va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. C'est dans un bar de Besançon. Elle rencontre un homme et c'est Marc Fasquelle.
Et bizarrement, dès leur première rencontre, il va lui dire qu'il a un passé judiciaire. Il va tout raconter à Jocelyne Bourdin, et Jocelyne Bourdin va immédiatement tomber amoureuse de ce type. Ils tombent amoureux, red dingues l'un de l'autre, et ils ne se quittent plus depuis ce jour-là. Jocelyne Bourdin lâche tout, sa formation, sa famille, elle le suit. Elle part avec cet homme dont elle est folle amoureuse, et ils vont sillonner la France. Et ensemble, ils vont monter leur petite entreprise d'escroquerie. On va voler des chéquiers. Il faut savoir aussi qu'ils faisaient des faux papiers. Ils reprenaient les identités. Jocelyne Bourdin, elle se faisait faire une fausse pièce d'identité qui correspondait au chéquier, ce qui lui permettait de prouver sa fausse identité quand elle faisait des achats. Et ça va devenir un petit couple de voleurs, de voyous, on va dire, qui vont continuer ensemble, ces petits larcins, pendant des mois. Et puis donc, ils vont connaître une série d'escroqueries comme ça qui vont leur valoir de comparaître à plusieurs reprises devant la justice. Alors, à chaque fois, elle va bien s'en sortir. Lui, il va retourner en prison plusieurs reprises, mais elle ira jamais en prison. Et puis, le temps passe. Alors, on pourrait se dire, mais Jocelyne Bourdin, elle pourrait changer de vie maintenant. Elle a compris. Non, elle attend. Elle attend Marc Fasquelle. Et puis, à un moment donné, il y a une permission de sortie pour Fasquelle, une permission de Noël. Marc Fasquelle, à partir de ce moment-là, il va disparaître dans la nature avec Jocelyne Bourdin. Et c'est un peu le début d'une cabale qui va commencer. Et c'est à partir de ce moment-là que le couple va basculer. Les escrocs minables, voleurs de chéquiers, escrocs à la petite semaine, vont se transformer. Les gendarmes, à partir du moment où Fasquelle et Bourdin sont identifiés, ils vont engager non pas une course contre la montre, mais une course contre la mort. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont affaire à un couple qui est en gradation. Donc là, la gendarmerie mobilise un maximum de moyens. Et comme on apprend que Fasquelle est originaire de Flixecourt et qu'il a habité à Chaussée-Thirancourt, on va aller voir le maire. Là-bas, le maire, c'est André C., tout le monde l'appelle Dédé. Un des deux gendarmes me dit il se pourrait peut-être que dans un avenir proche, tu sois amené à voir quelqu'un qui a habité dans le coin autrefois. Alors là, je le coupe tout de suite et je lui dis « Tu veux parler de Fasquelle ?» Il s'avère qu'André Sehet va leur faire une déclaration. Le 3 février, il est 15h environ. C'est l'heure de la récréation. Je vois arriver une voiture, une grosse voiture, sombre, qui roule au ralenti. Je suis intrigué. Je vois un chauffeur, et je dis, je le connais, c'est Fasquelle. Je ne sais pas que Fasquelle, à ce moment-là, est recherché par la police, est un truand, je ne le sais pas. Hein. Et j'arrive à 3 mètres de la voiture, et là, la voiture repart aussi lentement qu'elle est arrivée. J'étais loin de me douter à cette heure-là que 5 heures après, ils allaient commettre l'horrible en kidnappant Geneviève Godard sur le parking d'une grande surface d'Amiens. Alors là, le gendarme était stupéfait que je sache que Marc Fasquelle et sa concubine étaient passés devant l'école. André Sehet, c'est le témoin providentiel pour les gendarmes parce qu'il connaît Marc Fasquelle. Ils étaient à l'école ensemble quand ils étaient petits et il s'en souvient très bien. Et il va pouvoir décrire l'homme qui était Marc Fasquelle enfant. Et Marc Fasquelle, il n'a pas laissé un bon souvenir. C'est un gosse de riche. C'était le gamin qui était toujours le mieux habillé que les autres. En classe, c'est un élève brillant. En récréation, c'est un élève turbulent, meneur, frondeur. C'était le gamin qui était pas trop aimé dans la cour parce que il jouait les gros bras, il s'attribuait toujours le bon rôle. C'était le héros de toutes les situations, c'était le crâneur, quoi. Et dans ce village de la Chaussée-Thirancourt, qui est un village calme et tranquille, l'histoire de Marc Fasquelle en réveille une autre et fait écho à une autre sordide affaire, un autre crime qui a eu lieu dans les années 50. C'est l'affaire Jeannette Marchal. C'était une institutrice anglaise qui était venue passer des vacances en France et qui a été tuée dans la Somme, sur le territoire de la Chaussée-Thirancourt.
Elle va être autopsiée dans le préau de notre école, sous le regard de nombreux badauds qui se bousculent pour voir cette jeune femme dénudée, qu'on découpe, qu'on charcute. Il n'y a pas de drap. Et les gens se pressent, se bousculent pour voir le spectacle et ne pas en perdre une louche. C'est abominable qu'en plein XXe siècle, on fasse une autopsie devant tout le monde. André C. et Marc Fasquelle ont assisté à tout ça. Ils ont, comme tous les gamins, eu peur de ce meurtrier qui rôdait dans les marais. Et Marc Fasquelle, sa maison donnait juste sur les marais. Sa fenêtre de chambre donnait sur le marais. Il pouvait tout voir. Et ça, quand on a une imagination fertile, et il l'avait, l'imagination fertile, ça peut marquer un enfant. Alors, est-ce que cela a eu une influence sur le comportement de Fasquelle? Peut-être, on n'en sait rien. Il était enfant à ce moment-là. C'était un gamin, il fréquentait l'école du village. Et moi, tant que j'aurai la raison, j'y penserai tout le temps. Il m'arrive encore d'en rêver. Et même, il m'arrive encore d'avoir peur. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, ça fait 1 mois et demi que ce couple sévit dans différents endroits à travers la France. Mais ils n'avaient pas tué jusqu'alors. Notre affaire était finalement quelque chose de nouveau dans leur manière de procéder. Donc là, la gendarmerie mobilise un maximum de moyens. Tous les gendarmes disponibles sont dans la Somme et tout le monde est mis sur l'enquête. Là, les gendarmes, c'est une course contre la montre, contre la mort. Il faut les loger et les serrer. Savoir où ils sont et les arrêter. Parce que si on ne fait pas ça, ils vont encore taper, ils vont encore frapper. La première idée, et l'idée des gendarmes, justement, c'était qu'il n'était pas parti loin. Donc les gendarmes se demandent s'il n'est pas planqué dans le coin et s'il n'a pas forcément des appuis, des complices. Donc on va interroger sa famille, ses anciens amis, ses proches, et on va placer tout le monde sous surveillance, histoire de se dire qu'il va peut-être passer le coup de fil ou rendre la visite qui va le perdre. Mais manque de peau pour les enquêteurs, Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin sont déjà bien loin à ce moment-là. Le 10 février, une semaine, jour pour jour après la mort de Geneviève Godard, on est là à Castelsarrasin, à 800 km d'Amiens. Il y a une jeune fille, Christine, qui elle aussi fait des études de secrétariat. Elle est passée dans un petit café tabac où elle a acheté des jeux à gratter. Et puis après, elle a pris son sac et elle est partie pour aller prendre son cours hebdomadaire de yoga. Elle ne va jamais réapparaître. Le lendemain, les parents de cette jeune fille vont appeler les gendarmes. Et vous savez, notre fille, elle a disparu, mais attention, allez pas nous dire qu'elle est partie avec des copines, elle fait jamais ça. Mais quand elle fait quelque chose, elle nous le dit. Le 11 février 86, à 8h du matin, où je reçois un appel d'un policier qui me signale qu'un couple de Castelsarrasin est venu lui signaler, en toute confiance, que leur fille n'était pas rentrée de la nuit. Dans les minutes ou le quart d'heure qui a suivi, j'ai reçu un coup de fil d'un gendarme, de Jean-Jacques, qui m'a dit qu'il venait de trouver le corps dénudé d'une jeune femme au bord d'un chemin. C'est bien ce qu'on redoutait, c'était bien cette jeune femme qui avait disparu, qui était là au bord du chemin. Les examens qui sont faits sur place vont laisser apparaître qu'elle a été torturée, brûlée, qu'elle a été violée, que ses bras portent des traces de liens, qu'elle est morte étranglée, et c'est signé. C'est le couple qui a encore frappé.
c'est là qu'on lance l'opération par voie de presse de recherche de Bourdin, de Fasquelle et de Bourdin. Tous les journaux maintenant, des radios nationales ou des télés, sont ouverts par cette affaire. La traque se poursuit dans le sud-ouest pour tenter de retrouver le couple sadique qui a enlevé, violé, torturé en moins de 48 heures 2 femmes, dont l'une a été assassinée. C'est monté en puissance et là maintenant on est au paroxysme. On ne parle plus que de ça. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, à un moment, on les voit partout. La Renault 25, on la voit partout aussi. C'est des centaines et des centaines de coups de fil qui arrivent un petit peu partout, dans toutes les gendarmeries. Et tout le monde a peur. Et on se demande où et quand ils vont agir la prochaine fois. Et là encore, le couple va frapper. Le jour même de la découverte du corps de Christine, il va encore y avoir 2 faits d'enlèvement, 2 faits de viol et d'actes de torture, mais cette fois-ci, toutes les polices de France et toute la gendarmerie mobilisée. Les dispositifs de bouclage et de fouille s'étendaient du Sud-Aveyron au Tarn, en passant par le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne. 3 hélicoptères de la gendarmerie et 2 de l'armée de l'air ont été engagés ce matin, peu avant le dénouement. Nous sommes à Boulogne-sur-Geste, il est 13h45. Josette travaille à la maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse. Elle est infirmière, elle a 40 ans, c'est la pause déjeuner. Elle rejoint son domicile. Puis elle marche tranquillement sur le trottoir. Et à un moment donné, une grosse voiture s'approche d'elle et un homme surgit. Et la braque avec un pistolet sur la tempe. Il dit tu montes dans la bagnole ou je te flingue. Sous la contrainte, elle est obligée de monter dans le véhicule. La voiture démarre, il l'emmène. Donc un enlèvement en pleine rue, en plein jour, ce qui est quand même assez rare. Elle comprend évidemment pas ce qui se passe. Il y a une femme qui conduit, qui suit les indications que lui donne son compagnon, tourne à gauche, va à droite, etc. Et elle est perdue. Sa première action, s'ils emmènent mon argent, je me suis fait enlever par un couple de truands. Elle sait très bien qu'elle n'est pas là pour... c'est pas une invitation à aller boire un thé. Hein. Elle sait très bien qu'on lui veut du mal. Donc ils vont prendre des petites routes, des routes de campagne. Ils vont aller jusque dans un bois. Et dans ce bois... Pendant des heures, Josette va être violée, torturée, humiliée. Elle est violée par l'homme. D'abord, il a commencé à la violer avec le canon du pistolet. Ça a été extrêmement fort pour elle. C'est effectivement un viol, incontestablement. Pendant le viol, son épouse ne fait rien, ne s'oppose pas. Au contraire, elle fait le nécessaire pour faciliter les agissements de son mari. Et ça ajoute, j'ai envie de dire, à l'humiliation, parce que voilà, le fait qu'il y ait cette femme en plus qui la regarde, qui incite, c'est horrible pour elle, enfin, c'est terrible. À un moment donné, elle a réussi à discuter avec ce couple. Elle a réussi à essayer de les adoucir, parce qu'évidemment, elle a subi le pire. Mais elle craint pour sa vie. Elle les a vus, elle a vu leur visage, donc elle se doute bien qu'elle peut y passer pour pas qu'elle puisse les identifier par la suite. Et elle va réussir à instaurer un dialogue et elle va leur demander si elle peut prévenir sa famille. Elle dit, vous savez maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai disparu quand même, hein. Il faudrait que je puisse téléphoner à ma famille, puis au boulot pour leur dire qu'ils s'inquiètent pas, que je suis toujours là, que tout va bien. Ça paraît complètement surréaliste, mais ils disent oui, d'accord. Et effectivement, il se dirige vers une cabine téléphonique. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Et il dirige cette cabine téléphonique et là, dans la cabine téléphonique, il y a une jeune femme.
Cette femme, c'est Geneviève, une jeune femme de 27 ans qui fait ses études de kinésithérapie à distance. Elle est fiancée à l'époque. Et tous les soirs, elle appelle son chéri pour lui donner des nouvelles. Elle est tranquillement au téléphone. Alors chérie, comment ça va? Et puis elle n'a pas le temps beaucoup de téléphoner. Et tout d'un coup, il y a une voiture, une grosse voiture qui se gare. Évidemment, elle ne fait pas attention. Et là, un homme en descend. Arme au poing, il pousse la porte accordéon, braque la jeune femme, il dit « Toi, tu montes dans la bagnole ou alors ça va mal se passer. » Et à partir de ce moment-là, on va voir 2 otages ligotés dans le même véhicule. On imagine la situation, ce véhicule roule. La jeune femme qui était dans la cabine téléphonique, elle est tétanisée de trouille, elle a peur. Elle ne sait pas ce qu'on lui veut, pourquoi on l'a enlevée, elle. On comprend rien. La pauvre Geneviève, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas qui est qui fait quoi. Et il y a l'infirmière qui est à côté d'elle et qui lui tient la main et qui lui dit, tout bas, fais ce qu'ils te disent. Même le pire, fais-le. Résiste pas parce que sinon ils vont te tuer. Fais ce qu'ils disent et tu vas voir, tu vas t'en sortir. Elles vont comme ça s'aider, se solidariser entre elles. Et à un moment donné, ils décident de se débarrasser de Josette. Maintenant, il y a de la chair fraîche, hein. La vieille, on va peut-être la larguer. Voilà, ils l'appellent la vieille. Et effectivement, à un moment, ils se garent et ils font descendre cette femme. Alors, Josette se retrouve larguée de la voiture, au milieu de rien du tout. Pas de téléphone à proximité, pas de ville à proximité. Elle avait tout juste sa petite culotte sur elle, dans l'état que vous pouvez imaginer. Elle était complètement désemparée. Josette est terrorisée, Josette est meurtrie, elle vient de subir des heures et des heures de viol, d'humiliation, etc. Et elle sait que la femme qui a été enlevée après elle est en train de subir le même sort et entre les mains de ce couple. Et évidemment, elle sait que l'urgence, c'est de la retrouver pour qu'on puisse la sauver elle aussi. Bon, d'emblée, elle a des difficultés à recevoir des secours parce que les gens chez lesquels elle va demander de l'aide ont peur et la menacent quasiment jusqu'à ce que ça s'arrange et qu'elle puisse appeler son mari pour lui dire « ça y est, je suis là, à tel endroit, etc. » Et son mari va la chercher avec nous finalement et de là on peut après l'interroger, savoir ce qui s'est passé grosso modo. À la gendarmerie, tout de suite, elle alerte. Elle raconte évidemment ce qui lui est arrivé. Et là, je suis persuadé qu'elle a dû faire un énorme effort sur elle-même pour pouvoir avoir le courage de raconter ce qu'elle avait subi. Mais elle était vraiment motivée par la volonté de sauver celle qui était encore prisonnière. Geneviève se retrouve seule avec ce couple, sans savoir ce qui va lui arriver évidemment. Elle va passer plus de 24 heures avec eux. On va l'amener un peu plus loin, dans les Landes. Et puis là, on va la violer, on va la torturer, on va passer la nuit avec elle. Le lendemain matin, 12 février... Ils vont reprendre encore la route. Toujours ce périple, toujours avancer, toujours faire des kilomètres. Et puis vient le temps de midi. Le couple a envie de se restaurer. La voiture s'arrête à Igos, dans les Pyrénées. On va garer la voiture en retrait. Et puis on va rentrer dans un restaurant. Et ils vont ensemble prendre un déjeuner. On va commander 3 omelettes au cèpe, un petit verre de blanc puis un café. C'est en tremblant sous la table qu'elle a mangé son omelette sans broncher parce qu'elle savait que Fasquelle était armé. Il lui avait dit tu bouges une oreille, je fais un carnage. Donc elle a essayé comme elle pouvait de faire comme si de rien n'était et de ne pas attirer l'attention. Tous les 3, ils avaient une attitude normale, pas du tout apeurée ni rien. Entre eux, ils ne discutaient pas beaucoup. Ils n'ont pas fait grande conversation. Personne ne va vraiment les remarquer. Les gens qui voient ça à l'extérieur disent « Tiens, c'est des amis, un couple et puis c'est une amie ». Il semblerait qu'il y ait eu à ce moment-là une espèce de relâchement, une espèce de détente. Et tout en étant contrainte, elle a senti que les choses pouvaient évoluer d'une manière beaucoup plus favorable pour elle-même. Geneviève finit par convaincre Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin de la libérer.
ce qui est, somme toute, complètement hallucinant dans le déroulé de cette prise d'otage. Et ils vont donc l'amener à la gare. Marc Fasquelle va lui payer un billet de train pour aller à Mont-de-Marsan. Et chose encore plus extraordinaire, Jocelyne Bourdin va l'embrasser comme si c'était une amie. Elle va embrasser Geneviève et lui demander pardon pour le mal qu'ils lui ont fait. Tout en lui rappelant qu'on ne l'oublierait pas si elle allait dénoncer tout cela au service de police ou de gendarmerie. Lorsqu'elle est enfin libérée, qu'elle monte dans le train et qu'elle est seule, qu'elle n'est plus sous la contrainte de qui que ce soit, elle va avoir la surprise, le choc de la libération. Et pour elle, ça sera vraiment totalement inattendu. Elle n'y croyait plus. Et après, elle va se rendre au commissariat de police le plus proche et puis porter plainte. Geneviève, grâce à son témoignage, on sait à peu près où il se trouve. Donc à partir de là, le plan épervier est mis en place. Donc il y a des milliers de gendarmes qui sont à leur recherche. Toutes les routes sont bloquées, toutes les voitures sont arrêtées, sont fouillées. Il y a 5 hélicoptères qui tournent en permanence pour essayer de localiser la Renault 25. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai le sentiment très net que le filet est en train de se resserrer. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, à un moment, ils voient bien qu'ils sont recherchés, ils le savent, ils lisent les journaux comme tout le monde, ils écoutent la radio en permanence d'ailleurs. Ils essayent de savoir où en est l'enquête. Donc au couple de Marc Fasquelle, maintenant, il va vivre en milieu fermé. Le milieu fermé, c'est la voiture. Ils dorment dedans, ils mangent dedans, ils se planquent dans les forêts. On prend les chemins de terre, pas les grandes routes, pour échapper au contrôle de gendarmerie et de police. Le couple, à un moment donné, se retrouve forcément sur une route, il y a un barrage qui force. Ils foncent sur les gendarmes se projettent sur le côté, le véhicule continue sa route. Mais là, il tombe à nouveau sur un autre véhicule qui a traversé la gendarmerie, qui est en travers de la route. Fasquelle, là, il joue tout pour tout, il écrase l'accélérateur, la voiture percute à fond la 4L, il enclenche la marche arrière, il repart en arrière. Les gendarmes sont derrière. Halte gendarmerie, arrêtez-vous! La voiture refuse de s'arrêter, donc le gendarme dégaine. Il a son pistolet mitrailleur, il a fait les sommations d'usage. Et il tire. La rafale part, elle hache une partie de la voiture sur tout le côté conducteur. La voiture s'arrête. La porte s'ouvre. Là, les gendarmes, doigts sur la queue de détente, en joue. Tu bouges pas, on va voir tes mains. Tu sors des véhicules. Il descend, il titube. Il lève les mains. Et il s'écroule. Puis de l'autre côté, il y a Jocelyne Bourdin qui est là, dans le véhicule, et qui, elle, n'a absolument pas été blessée. Elle sort, elle hurle. « C'est injuste, vous l'avez tué, mon mari !» On ne saura jamais ce qui est injuste. Est-ce que c'est le fait qu'il l'ait tuée? Est-ce que c'est le fait qu'elle soit arrêtée? Là, on la claque à terre, on lui passe les menottes. Il y a des images absolument extraordinaires où on voit cette femme avec sa jupe plissée verte et son gilet rose des années 80 qui est là, hébétée. Debout, complètement hagarde. L'impression qu'elle comprend pas trop ce qui se passe. On voit bien que sur son visage, elle a les stigmates de cette fuite en avant qui n'avait plus de fin, si ce n'est la tragédie. Il y a un hélicoptère qui se pose, de gendarmerie, qui embarque Marc Fasquelle, mais dans le transport qui le conduit à l'hôpital, il décède. Et Jocelyne Bourdin se retrouve toute seule, face aux gendarmes. Ça y est, la cavale est finie. Bourdin et Fasquelle, c'est fini. La folle cavale du couple pervers se termine un 14 février, jour de la Saint-Valentin, et dans le sang, ça pouvait pas en être autrement. Le procès de Jocelyne Bourdin s'ouvre donc aux assises de Montauban le 16 mai 1989. 3 ans et demi ont passé depuis que Marc Fasquelle est mort. Lui n'était
plus là pour répondre de ses actes, mais ça a toujours été le procès Bourdin-Fasquelle. La presse en avait parlé, reparlé, la radio, la télévision. Fasquelle-Bourdin avait une certaine notoriété de couple infernal, sadique, et c'était comme ça que les journaux associations les présentaient. Le président, tellement horrifié par les faits, d'entrée de jeu, décide de prononcer le huis clos, c'est-à-dire qu'il fait sortir à la fois le public et les journalistes. Donc c'est un procès intime qui se joue à guichet fermé, comme on pourrait dire. Et Jocelyne Bourdin est là, seule, pour répondre de ces 7 crimes. Il y a 5 viols et 2 assassinats. Et elle risque évidemment la peine la plus lourde, prévue par le Code de procédure pénale, qui est la réclusion criminelle à perpétuité. Elle était méconnaissable. Elle faisait la petite dame intimidée, baissant la tête, répondant en balbutiant aux questions, etc. C'est plus la même. Elle a été formatée, certainement. Elle avait appris sa défense, elle s'y tenait. En fille intelligente qui connaît ses récitations, que c'est Fasquelle qui l'a obligée, qui l'a menacée, bon bref. Elle avait choisi d'entrée de jeu de tout mettre sur le dos de Fasquelle. Elle était la victime de Fasquelle, elle s'est présentée comme étant la première victime de Fasquelle, alors que l'instruction et les débats ont révélé que ça n'était pas du tout le cas. Pour une victime, en tout cas pour des faits aussi graves, la comparution devant la cour d'assises est une épreuve qui est très très lourde. Le fait de revoir quand même Jocelyne Bourdin, elle leur fait revivre dans leur chair. C'est la peur qui marque le plus ces femmes-là. La peur de mourir, la peur de mourir. Ceci étant, ces auditions, elles sont indispensables pour permettre de contredire les déclarations de Jocelyne Bourdin, à qui on donnerait, en la voyant, le bon Dieu sans confession. Il y a beaucoup de victimes qui ont beaucoup parlé, et bien sûr, et ça a quand même mis à mal le système de défense. Elle va essayer de se construire un personnage de la pauvre femme qui était à côté, mais les victimes disent « vous étiez là. Vous l'encouragiez, vous disiez « salope, t'aimes ça ?» Il vous a pas forcé à le dire, vous l'avez dit ça. L'une de mes clientes a dit « elle prenait autant de plaisir que lui ». Elles ont senti qu'il y avait quand même un lien extrêmement pervers entre eux et que l'un sans l'autre, ça ne se serait pas produit. Je crois que ce sentiment a été partagé par tout le monde. Le 19 mai, l'avocat général fait ses réquisitions. Au bout de 3 jours de procès, ça va très très vite. On a envie que justice soit rendue aux femmes qui sont là, mais aux 2 qui sont plus là. Ça, ça vous cheville le corps, ça. Il fallait faire partager, et surtout faire partager au jury, que mes clientes ne poursuivaient pas une vengeance, qu'elles ne poursuivaient pas un gain personnel, quel qu'il soit, mais qu'elles souhaitaient que la justice soit faite et que ce procès, si c'est possible, serve d'exemple et que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. L'avocat général va demander 20 ans de prison à l'encontre de Jocelyne Bourdin parce qu'il estime que cette femme, sans son acolyte, sans Marc Fasquelle qui est mort, ne présente pas de danger, ne présentera plus de danger pour la société. 10, 12, 15, 20, 30, peu importe. Il faut que justice soit faite, que ces femmes aient eu la coupable devant elles et qu'elle soit jugée. C'est ça qui compte. Quatre jours plus tard, 19 mai 1986, enfin, la Cour revient, prononce effectivement le verdict avec 20 ans de réclusion criminelle pour Jocelyne Bourdin. Mais les jurés vont aller plus loin. Ils vont dire 20 ans de réclusion criminelle, mais ils vont rajouter 13 ans de période de sûreté. Je regarde Bourdin qui reste impassible et qui assiste à son verdict, enfin à l'audition. Il écoute ça comme si ça concernait quelqu'un d'autre. Ça a été là aussi un soulagement de voir qu'on était arrivé au bout et qu'après cela, les victimes, elles pourraient, je l'espère pour elles en tout cas, tourner la page. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui encore, elles aient tourné la page.
Ça fait partie des quelques grandes affaires criminelles de ma carrière qui m'aura particulièrement marqué. Un, parce que c'était la première, et deux, parce qu'elle était vraiment hors norme. Ça a été effectivement pour moi le plus gros procès pénal de ma carrière, qui n'est pas une carrière de pénaliste, loin de là, et c'est celui qui m'a le plus marqué. Cette affaire, elle est extraordinaire. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, c'est, on va dire, le premier couple pervers de l'histoire française. On a finalement assez peu d'exemples comme ça de couples meurtriers. Depuis, on a eu Michel Fourniret et Monique Olivier, que tout le monde connaît et dont tout le monde parle. Mais Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle, c'est un petit peu les précurseurs, si je puis dire, de l'horreur. Jocelyne Bourdin a fait ses 13 ans de prison. A priori, c'était une détenue modèle, comme on dit. Elle a été libérée en 1999. Aujourd'hui, elle est libre. J'étais sûr qu'elle ne recommencerait pas et je crois qu'elle n'a jamais recommencé. Sans Marc Fasquelle, Jocelyne Bourdin est redevenue Madame Tout-le-Monde. Elle a plus jamais fait parler d'elle. Plus jamais. On sait très bien qu'il y a quand même, d'un côté, cette idée qu'elle est libre, mais que la famille des victimes, elle est condamnée à cette douleur à perpétuité.